Éric Poisson, c'est tout. Merci beaucoup. Donc Dominique Bidot, qui pouvait malheureusement pas venir, m'a mandaté pour venir vous parler à la fois de nos activités de recherche et du diagnostic moléculaire. Moi, je suis biologiste, généticien. Je travaille d'une part à l'hôpital Cochin à Paris, où je travaille en équipe avec Dominique. On a la charge notamment du diagnostic moléculaire de la neurofibromatose de type 1. Et je travaille également dans la même équipe de recherche au niveau du FR de pharmacie à l'Université Paris-Descartes. Là, donc, on a une activité de recherche sur la NF1. Donc, je risque de faire un topo. Dominique m'a dit tu peux faire un topo très technique, donc ça va être très technique. Je m'excuse par avance de ce topo qui peut être un peu long et parfois ardu. Je sauterai peut-être certaines diapositives. Quand on m'a dit que j'avais 3 quarts d'heure, j'ai fait à peu près 2 heures de diapositives, donc ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je vais commencer par faire un point sur le diagnostic moléculaire. Et là, de toute façon, tout mon topo va être dans la continuité complètement de ce qu'a Dominique a pu vous présenter l'année dernière. Et ce qui se passe en génétique actuellement, c'est une révolution pour nous. On vit une époque formidable en génétique. Il y a un changement de méthode complet qui s'opère au niveau de ce qu'on appelle le séquençage. Comment est-ce qu'on analyse l'ADN, on le séquence pour avoir cette information des bases. Et actuellement, c'est la révolution. En gros, on avait une technique de séquençage qui s'appelle le séquençage Sanger, qui datait des années 75. Et bon an, mal an, on utilisait cette même technique depuis 40 ans. Et là, depuis 2005, et maintenant depuis, disons, 3 ans dans nos laboratoires à l'hôpital, arrive ce qui s'appelle le NGS, le Next Generation Sequencing, c'est-à-dire une nouvelle méthode de séquençage. Et ça change tout parce que, en fait, c'est pas une méthode qui va séquencer des fragments plus longs que ce qu'on pouvait faire avant, mais c'est une méthode qui va permettre, là où avant on faisait une réaction, d'en faire des millions en même temps. Donc on change complètement d'échelle, de capacité de séquençage. Du coup, on peut séquencer des choses qu'on ne pouvait pas séquencer avant. On peut séquencer l'ensemble du génome humain assez facilement maintenant. Le génome humain, c'est 6 milliards de paires de bases dans une cellule diploïde. Il a fallu plus de 15 ans et 3 milliards de dollars pour séquencer le premier génome humain. Maintenant, ça se fait en une semaine avec 1000 dollars. Donc, vous voyez qu'on a un changement d'échelle complet sur nos capacités de séquençage avec ces nouvelles technos de NGS. On peut également, si on est un peu moins gourmand, ne pas séquencer l'ensemble du génome, mais séquencer tous les exons de tous les gènes, ça s'appelle l'exome, et ça représente 1 à 2% du génome. Alors le génome et l'exome, à l'heure actuelle, c'est encore ce qu'on appelle de la recherche, ce n'est pas des choses qu'on fait en application diagnostique dans nos laboratoires hospitaliers. Le pari est pris que très rapidement, on va sans doute réaliser des exomes et du génome dans un cadre diagnostique à l'hôpital. C'est une histoire d'années, voire de mois. À l'heure actuelle, ce qu'on fait à l'hôpital pour des applications diagnostiques en NGS, c'est ce qu'on appelle du NGS ciblé. C'est-à-dire qu'on ne va pas séquencer tous les exons de tous les gènes, on va séquencer quelques exons de quelques gènes. Donc on va avoir la capacité d'analyser simultanément plusieurs gènes. Donc évidemment, à l'hôpital Cochin, on a eu la chance de pouvoir bénéficier d'une plateforme de NGS. On était dans les premiers en France à pouvoir s'équiper. On a eu la chance aussi d'avoir une plateforme qui est partagée, d'avoir un partenariat entre notre activité de soins et l'activité de recherche de l'Institut Cochin de l'INSERM. Donc on a mis ensemble nos financements, on est sur un même lieu, et on a pu comme ça acquérir un certain nombre d'outils sur lesquels je vais revenir. Les financements dont je vous parlais, pour ce qui est du soin, c'est notamment un appel à projet auquel on avait répondu, pour lequel on avait été retenu du plan national maladie rare 2, qui était un appel à projet de la Direction générale de l'offre des soins, qui visait à faire rentrer cette technologie de NGS à l'hôpital pour le diagnostic des maladies rares. Ces financements à l'hôpital, c'est aussi la PHP qui nous a donné de beaux locaux, et puis les associations, et en particulier l'ANR, parce que le premier appareil de NGS qui arrivait à Cochin, c'était un PGM qui avait été financé, par l'ANR. Également eu donc des financements de la recherche avec des appels à projets de la région, de l'INSERM et de l'Institut Cochin. Avec ces financements, on a pu s'équiper et acheter donc différents appareils que vous voyez ici. La différence, en fait, c'est juste leur capacité de séquençage. C'est-à-dire qu'avec les 2 appareils ici dont je vais vous reparler, qui s'appellent les PGM, on va pouvoir faire du NGS ciblé. Ce n'est pas des appareils qui ont une capacité suffisante pour séquencer un génome ou un exome entier. Et c'est eux qu'on va utiliser au quotidien
en diagnostic moléculaire. À côté de ça, on a d'autres appareils, comme les photons, qui peuvent, eux, séquencer plus de bases et donc aller en recherche, pour l'instant, séquencer des exomes. Et puis on vient de recevoir, c'était mardi dernier, le dernier né de la firme Illumina, qui s'appelle le NextSeq 500, qui lui a une capacité de séquençage encore supérieure, qui va permettre sans doute de séquencer des exomes encore plus rapidement, et pourquoi pas dans des applications très prochainement diagnostiques. Donc il y a une espèce de course aussi entre les différents fabricants dans cette nouvelle technologie qui est très évolutive. Donc notre première question qu'on a eue du GNGS à l'hôpital, ça a été qu'est-ce que le NGS peut faire pour nous, pour le diagnostic moléculaire de la NF1. Le NGS, il avait un intérêt parce que le gène NF1, c'est pas un gène facile à analyser, parce qu'il est grand déjà, il a 60 exons, et puis il a des mutations qui sont perte de fonction, c'est-à-dire que c'est des mutations qui invalident le gène, et ça a pour conséquence que ces mutations, elles peuvent être partout sur le gène. Donc là, vous avez un schéma qui est issu d'un portail informatique, d'un site internet, où on montre toutes les différentes mutations qui sont décrites le long du gène. Donc vous voyez qu'il y en a partout. Ça implique que quand on cherche une mutation, on est obligé de séquencer l'ensemble du gène. Et c'est là que le NGS va nous rendre service avec cette capacité de séquençage largement supérieure aux méthodes anciennes, au sanguin. Je vais vous faire un peu de technique. On s'est dit on va séquencer NF1, donc on a dessiné des amorces pour aller cibler le gène NF1. On a ajouté un deuxième gène, on a été un peu gourmand, on ne s'est pas contenté de NF1, on a mis le gène SPRED1. Le gène SPRED1, c'est un gène qui, quand illimité, peut causer une maladie qui s'appelle une phénocopie, qui ressemble à la neurofibromatose de type 1, avec un phénotype, disons, un peu plus léger, avec seulement des taches café au lait, des lentigines, pas de neurofibrome, pas de nodules de Lich, pas d'atteinte osseuse. Et néanmoins, comme il peut y avoir un diagnostic différentiel à faire, on s'est dit qu'on allait séquencer les deux gènes simultanément. Le NGS, nous, pour notre labo, ça change quand même pas mal de choses. On apprend quasiment un nouveau métier. Tout d'abord parce qu'on change le travail de paillasse, ça s'appelle le wet lab, il y a plein d'anglicismes, je suis désolé. Et puis il y a quelque chose qui apparaît qui n'était pas là avant, qu'on va appeler le dry lab, c'est-à-dire la bioinformatique. On génère beaucoup de données, donc il a fallu aussi qu'on s'équipe en ordinateur, qu'on s'équipe en logiciel pour analyser ces nouvelles données. Très rapidement, je vous fais un tout petit peu de technique. Comment est-ce que ça s'organise un NGS On va amplifier par PCR tous les fragments du gène NF1 qui nous intéressent. Et là, un premier intérêt du NGS, c'est qu'on part de très peu d'ADN. L'intérêt de partir de très peu d'ADN, c'est qu'on peut l'économiser. Alors si c'est un ADN constitutionnel issu d'une prise de sang, c'est pas très important. Mais si par exemple on veut analyser des tumeurs, on a parfois peu d'ADN disponible. Et savoir qu'avec le NGS, on part de 20 nanogrammes d'ADN génomique, c'est intéressant pour nous dans notre pratique. Donc on a amplifié tous les fragments du gène NF1, on va amplifier, on va sélectionner le gène NF1 et récupérer plein de petits fragments. Et ce qu'il va falloir faire, et c'est là qu'il y a une astuce dans ces technologies de NGS, ce qu'il va falloir faire, c'est amplifier chacun de ces fragments de manière indépendante. C'est-à-dire faire des millions de réactions simultanées pour amplifier ces petits fragments. Alors comment faire des réactions simultanées, un grand nombre de réactions simultanées? Là, l'astuce qui a été trouvée par le constructeur, c'est de faire ce qu'on appelle une PCR en émulsion. Le principe d'une émulsion, c'est une mayonnaise, c'est-à-dire qu'on a plein de petites gouttelettes d'eau dans un milieu huileux. Chacune des gouttelettes d'eau est séparée des autres par l'huile, et donc on va avoir dans chacune des gouttelettes d'eau, il va y avoir des millions de gouttelettes d'eau, une réaction indépendante. Donc on va avoir une amplification dans chacune des petites gouttelettes des fragments qui correspondent au gène NF1. Cette amplification, ce recopiage des fragments, se fait à la surface d'une sphère. J'ai un joli petit schéma que nous avait fait en interne, comme ça, et on amplifie, on multiplie les fragments à la surface de la sphère. On fait ça pour pouvoir les analyser après, dans la dernière étape. La dernière étape, en fait, c'est le séquençage à proprement parler. Chacune des sphères va tomber dans un petit puits, et on va avoir une réaction de séquençage qui va se faire. Donc des puits, il en faut des millions, puisqu'on a des millions de sphères, et en fait, ces puits, ils sont disposés à la surface de ce qu'on appelle une puce. Je pourrais vous en montrer, j'en ai, c'est la taille d'une pièce de 2 €. Et en fait, sur ces puces, à l'heure actuelle, il y a 10 millions de puits. Et les fabricants projettent d'en mettre des centaines de millions, voire des milliards. Donc finalement, le séquenceur, c'est pas tellement l'appareil, c'est ces puces à usage unique qui sont recouvertes, une espèce de gaufrette, de millions de puits qui vont permettre de réaliser simultanément un grand nombre de réactions de séquençage. Donc le NGS, c'est de la miniaturisation et de l'intégration des systèmes qui permettent de réaliser, d'avoir cette force de frappe de séquençage. Donc l'intérêt de ça, l'intérêt c'est que avec ces capacités de puces, finalement en 3-4 jours, avec un technicien,
on va pouvoir séquencer le gène NF1 et le gène spread 1 dans 48 échantillons. Avant, avec le Sanger, pour séquencer 48 échantillons, il fallait plusieurs mois. Maintenant, ça se fait en une semaine. Donc vous voyez que le NGS, le principal avantage en diagnostic du NGS, ça va être de raccourcir considérablement les délais d'analyse. L'autre point du NGS, c'est qu'on va, comme on va séquencer des millions de fragments, on va générer beaucoup de données, et que ces données, il va falloir les analyser, et pas se retrouver complètement noyé sous ces données et ne pas savoir qu'en faire. Donc il faut les analyser, il faut les stocker. Alors, pour le stockage, on s'est équipé, là aussi avec l'aide de nos collègues de l'INSERM, donc de la composante recherche de notre plateforme NGS, et puis surtout aussi avec l'aide de la plateforme de bioinformatique de l'Université Paris-Descartes. À l'université, il y a un monsieur qui s'appelle Patrick Mitchier, qui est absolument formidable, qui développe des logiciels pour analyser, pour nous aider à analyser toutes nos données de NGS. Et puis il a aussi des grosses capacités de stockage des données. Donc vous voyez qu'on a dû acheter, on a acheté des serveurs de 20 Tera, de 100 Tera, et lui il a un serveur de 500 Teraoctets pour arriver à stocker toutes ces données informatiques qu'on génère. Bon là c'est un peu technique, je vais peut-être passer rapidement, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a tous ces fragments, qui sont une succession finalement des 4 bases qui composent l'ADN. On va, tous ces fragments, les aligner par rapport à un génome de référence. La séquence du génome humain elle est connue, elle est disponible sur Internet. Donc, ce que fait le logiciel, c'est qu'il prend chacun des fragments, il regarde où chacun de ces fragments se pose sur notre gène NF1. Donc il repositionne tous les fragments lus. À partir de là, je vais passer au schéma suivant. Je vais vous montrer. Donc là, vous avez la séquence de référence. On a lu plusieurs fois le même fragment chez un même patient pour cette séquence de référence. Le logiciel repositionne tous ces fragments en face de la séquence correspondante. Il va faire après une espèce de résumé de toute l'information qui est là, pendant ce qu'on appelle une séquence de consensus. Elle résume finalement tout ce qu'on a pu lire sur le fragment. Et l'étape suivante, ça va être de comparer la séquence lue à la séquence de référence pour trouver des variations. On a tous entre nous des variations. Si on compare deux génomes, on va trouver plusieurs millions de variations. Ça concourt simplement à nous rendre uniques. Et maintenant, finalement, on voit plutôt les mutations comme une variation qui serait moins bien tolérée que les autres. Donc quand on va faire cette étape de comparaison, on va trouver un grand nombre de variations, et certaines seront les mutations à détecter. Donc il va falloir après en bioinformatique, parmi toutes les variations qu'on aura trouvées, chercher la mutation qui sera responsable ici de la neurofibromatose de type 1. Donc il y a plusieurs étapes comme ça, plusieurs logiciels adaptés pour faire ce tri entre les variations qu'on va trouver. L'intérêt du NGS, c'est pas seulement aussi de trouver des changements de base, mais c'est d'aller trouver ce qu'on appelle des délétions, c'est-à-dire qu'il y a tout un fragment d'ADN qui a été enlevé. Le NGS, on permet aussi, comme ça, de mettre en évidence, là c'est un grand tableau Excel, on ne voit pas grand-chose, mais en gros, quand c'est en jaune, c'est délété, et vous avez en colonne des différents patients. Et vous voyez qu'ici, il y a un patient pour lequel, manifestement, il y a une grande délétion qui emmène tout le gène NF1. Donc, toute la partie du chromosome qui portait le gène NF1 a été supprimée. Donc il reste une copie sur notre chromosome, mais il en manque une. Et ça, en NGS, avec un petit fichier Excel à l'heure actuelle, on peut le voir. On peut même voir des délétions qui concernent un tout petit exon, un tout petit fragment du gène NF1. Et ça, avant, on ne pouvait pas le voir en Sanger, il fallait faire une deuxième technique. Donc finalement, en NGS, on va plus vite, et en plus, on fait du tout en un, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une information pour laquelle il fallait faire plusieurs techniques différentes. Parce qu'avant, c'était ça notre algorithme d'analyse moléculaire du gène NF1. Déjà, on analysait l'ADN et l'ARN. Dans une première étape, on analysait l'ADN génomique avec différentes méthodes qui permettaient de trouver des délétions. En cas d'absence de délétion, on allait séquencer l'ARN. Dans la majorité des cas, on retrouvait une mutation. Mais en cas d'absence de mutation, on mettait en œuvre une troisième technique. Vous voyez que ça fait un schéma assez complexe. Avec le NGS, on peut simplifier cette analyse. Et donc finalement, ce que j'ai dit tout à l'heure, réduire les délais de rendu de résultats. Le NGS finalement a considérablement amélioré le diagnostic moléculaire de la neurofibromatose de type 1. Donc ça c'est un article qu'on a publié l'année dernière qui, vous voyez le titre, c'était vraiment qu'est-ce que le NGS peut faire pour nous quand on a comme ça, dans le cas de la neurofibromatose de type 1, un grand gène avec un grand nombre de mutations différentes. Et bien le principal intérêt, ça va être vraiment de réduire les temps d'analyse.
Donc, ce qui a permis, pour faire un bilan du diagnostic en 2014, c'est Dominique qui m'a passé ces chiffres, 631 patients ont pu être analysés, donc les comptes rendus transmis aux médecins. On a retrouvé, et ça c'est un peu une surprise aussi, finalement, comme on analyse systématiquement le gène Spread1, je pense qu'on va pouvoir trouver peut-être un peu plus fréquemment, on revoit les données de fréquence des mutations de NF1. On a pu donc, parmi ces 631 patients qui correspondent à des cas index, trouver une mutation chez 436 patients. On a également pu analyser 135 apparentés et réaliser au cours de l'année 2014 35 diagnostics prénatals. Puis c'est ce que je vous disais, le délai de rendu de résultat a été divisé par 2 sur cette période de 2 ans, et puis je crois qu'on va continuer à s'améliorer, parce que 18 mois pour un diagnostic d'anomalie moléculaire, évidemment, c'est trop long. Je vais terminer rapidement ces aspects diagnostiques sur un autre intérêt du NGS, pour la mise en évidence de ce qu'on appelle les mosaïques. Alors, une mosaïque, c'est quoi? C'est la présence chez une même personne de 2 populations cellulaires différentes, pourtant issues du même zygote. Donc vous avez une fécondation entre un ovule et un spermatozoïde, un zygote. Le zygote commence à se diviser, et assez tôt dans cette embryogénèse, au stade post-zygotique, une mutation survient. Dans ce cas-là, vous voyez qu'il y a une partie des populations du futur individu qui va porter la mutation, et une autre partie de cette population cellulaire qui ne porte pas la mutation. Ça s'appelle une mosaïque. Les conséquences de cela, c'est qu'on peut, par exemple, dans ce cas-là, si la mosaïque affecte les cellules germinales, eh bien on peut se trouver dans le cas où plusieurs enfants vont être porteurs d'une mutation du gène NF1, mais qui pourtant, une mutation qui ne sera pas retrouvée dans l'ADN constitutionnel de ses parents. On peut également avoir, si cette mutation affecte les cellules somatiques, avoir ce qu'on appelle les formes segmentaires et paucisymptomatiques ou paucisymptomatiques de la NF1. Donc les formes segmentaires, vous voyez, ce sont ces formes très localisées, qu'on sait maintenant reconnaître. Et puis il existe également des formes dites paucisymptomatiques avec des symptômes moins sévères. Et ces 2 types de présentation peuvent indiquer qu'il s'agit donc d'une mosaïque. Le problème en mosaïque, c'est que comme il y a peu de cellules qui portent la mutation, elle peut être difficile à identifier. C'est-à-dire que les cellules mutées sont minoritaires et le séquençage Sanger qu'on utilisait avant n'est pas suffisamment sensible. L'intérêt du NGS, c'est qu'on va pouvoir aller détecter ces mutations faiblement représentées. On a fait un tout petit essai pour montrer ça. On a préparé des mosaïques artificielles. Alors comment on a fait? On a dilué un ADN muté dans de l'eau, plus précisément dans un ADN qui ne portait pas la mutation. On a fait comme ça des dilutions de 2 en 2 pour finalement faire diminuer le pourcentage de mutations qu'on recherchait. On a analysé ces différentes dilutions, ces différents pourcentages de mutations, et vous voyez qu'avec le NGS, on arrive à détecter la mutation dans toutes les dilutions. Avec en plus un aspect quantitatif, en gros on est à peu près au pourcentage, au ratio allélique attendu. En revanche, quand on fait du Sanger, et là vous avez ici le résultat de ce qu'on peut apercevoir en Sanger, on va avoir des difficultés à détecter la mutation. En fait, la mutation, c'est le petit pic rouge. Donc, vous voyez qu'à 25%, bon, on voit un petit pic rouge. À 12,5, ça devient quand même compliqué. Et à 6,2, il faut quand même avoir les yeux de la foi pour affirmer qu'on a ici un variant, ici également. Donc finalement, en Sanger, on va pouvoir affirmer classiquement qu'on a une mutation à 25 et 12,5%, mais on ne va pas être capable de détecter la mutation à des ratios alléliques plus faibles, là où le NGS, lui, le permet. Donc voilà, on a une nouvelle aussi, une application importante pour le NGS, c'est de mettre en évidence les mosaïques. L'intérêt de mettre en évidence les mosaïques, c'est de pouvoir confirmer quand même au niveau moléculaire un diagnostic de neurofibromatose, notamment devant une neurofibromatose segmentaire ou une neurofibromatose paucisymptomatique. Et puis, puisqu'on identifie la mutation, c'est aussi donner la possibilité de proposer un diagnostic prénatal. J'ai terminé pour les aspects diagnostiques. J'enchaîne sur la recherche et puis on verra après s'il y a des questions. La recherche. Le point sur la recherche. Alors tout d'abord, c'est de faire le point sur les publications de l'année, parce que vous savez que pour nous, publier en recherche, c'est valoriser notre travail, c'est le partager avec la communauté. Puis c'est aussi faire parler de la neurofibromatose de type 1.
Et l'année 2014 a été bonne, elle a notamment été bonne parce qu'on a pu publier des résultats. Donc Dominique Bidot avait déjà dû vous parler l'année dernière. On a pu publier ces résultats dans une grande revue qui s'appelle Nature, grâce donc, à une étude collaborative avec notamment le professeur Eric Léjus de l'Université de Louvain et avec une équipe américaine de Harvard, notamment l'équipe de Karen Sikorski. Alors je vais repartir un peu loin pour vous expliquer comment est-ce qu'on a abouti à cette publication, et je vais partir du socle de notre recherche et la cohorte de France. Donc cette cohorte, les chiffres ne doivent pas être à jour du tout, je m'excuse. Cette cohorte, cette base de données donc, qui rassemble un grand nombre de familles atteintes de neurofibromatose de type 1, c'est le professeur Pierre Lottenstein qui en est à l'origine. Elle a pu s'appuyer sur plusieurs PHRC itératifs. Et tout l'intérêt de cette cohorte, c'est que pour l'ensemble des patients, le phénotype a été parfaitement colligé dans un cahier d'observation standardisé, et que le génotype, c'est-à-dire les mutations du gène NF1, ont été recherchées pour l'ensemble des patients. Alors sur la base de ce génotype NF1, on peut distinguer plusieurs groupes de patients. La majorité, c'est ceux qui présentent des mutations intragéniques du gène NF1, c'est-à-dire des mutations limitées au gène NF1. Chez 5% des patients, je vais y revenir, on trouve de grandes délétions du locus NF1, c'est-à-dire que là, il manque tout un fragment de chromosome dans lequel est situé le gène NF1, mais dans lequel il y a aussi d'autres gènes. Pour 4% des patients, on ne retrouve pas de mutation du gène NF1, et sans doute que ces patients ils seront candidats à l'exome, à aller chercher un peu partout ailleurs dans le génome pour trouver une mutation, puisqu'on n'en trouve pas dans le gène NF1 ni dans le gène SPRED1. Et le gène SPRED1, donc lui, il concerne, on en parlait tout à l'heure, moins de 1% des patients. C'est un autre gène que le gène NF1 qui donne une forme, une phénocopie qui ressemble à la neurofibromatose de type 1, mais qui s'appelle le syndrome de Léjus. Donc, je reviens sur les grandes délétions. Dans 5% des cas, on retrouve chez les patients des délétions de l'ensemble d'une région chromosomique qui est ici. Donc dans cette région chromosomique, il y a le gène NF1, mais il y a aussi 13 gènes à côté. Donc là, ce qui va pas seulement manquer, ce qui va manquer, c'est pas seulement le gène NF1, c'est 13 gènes adjacents. Et pourquoi ces délétions surviennent fréquemment, parce que c'est quand même 5% des patients, parce que de part et d'autre du gène NF1, on a des séquences qui se ressemblent. Et ça, c'est à l'origine de mécanismes de recombinaison qui font qu'on perd tout le segment qui sépare ces deux séquences qui se ressemblent. Et ce qui avait été constaté il y a maintenant un certain temps, c'est que les patients NF1 qui avaient ces grandes délétions, et pas seulement une mutation ponctuelle du gène NF1, avaient une expression de la maladie plus sévère, avec notamment un risque plus élevé de survenue de MPNST. Donc un des premiers travaux qu'on a pu faire sur la cohorte, c'est comparer le phénotype de ces patients avec le phénotype des autres patients qui, eux, portaient une mutation restreinte au gène NF1. Et là, on a pu confirmer qu'on avait bien un phénotype plus sévère chez ces patients, avec notamment une prédisposition augmentée à la survenue de MPNST. Ça suggérait que dans cet intervalle délété, qui était enlevé, alors certes, il y avait le gène NF1 qui causait la maladie, mais il y avait sans doute un autre gène dont la délétion était responsable de ce phénotype plus sévère, et notamment la susceptibilité accrue au MPNST. Ah oui, excusez-moi. MPNST, donc c'est tumeur nerveuse, tumeur maligne des gaines nerveuses. Et en français, voilà. Donc on appelle aussi neurofibrosarcome. Excusez-moi. N'hésitez pas à m'interrompre si... Oui, c'est vrai que c'est l'acronyme anglais qu'on utilise pour désigner ces neurofibrosarcomes, c'est ces tumeurs malignes des gaines nerveuses. Alors, en ce qui concerne les patients porteurs de mutations intragéniques réduites au gène NF1, restreintes au gène NF1, on a pu montrer, par des études sur cette cohorte, qu'il n'y avait pas de corrélation génotype-phénotype. C'est-à-dire qu'en fonction du type de mutation qu'on avait dans le gène NF1, on ne pouvait pas prédire les symptômes de la maladie. En revanche, ce qu'on a pu montrer, toujours en étudiant les familles et les phénotypes des familles, c'est qu'il existait une héritabilité pour les neurofibromes plexiformes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fait d'avoir beaucoup ou pas beaucoup de neurofibromes plexiformes était manifestement quand même déterminé par des facteurs génétiques, autres que le gène NF1. Donc, ces facteurs génétiques différents du gène NF1, ça s'appelle des gènes modificateurs. Donc on a cherché, parce qu'on est généticien, à identifier, excusez-moi, ces gènes modificateurs,
du développement des neurofibromes plexiformes. Donc il y a plusieurs façons de faire ça. Et ce qu'on appelle les études d'association génome entier, on peut génotyper plein de variants dans le génome, et puis comparer la répartition de ces variants entre les personnes qui ont beaucoup de neurofibromes plexiformes et ceux qui n'en ont pas beaucoup. Le problème de ça, c'est qu'à l'époque, il y a 5 ans, ça coûtait très cher. Donc ça coûte moins cher maintenant, on verra dans les perspectives après que je pense qu'on va pouvoir sans doute maintenant réaliser ces études d'association génome entier. À l'époque, on s'est dit on ne va pas faire une étude d'association génome entier, on va essayer de trouver des gènes candidats qui seraient des modificateurs de la survenue des neurofibromes plexiformes. Pour trouver ces gènes candidats, je vais passer un peu vite, mais on a analysé des neurofibromes plexiformes. On a retrouvé dans ces neurofibromes plexiformes, dans certains d'entre eux, ici aussi des délétions, c'est-à-dire des anomalies de petits fragments de chromosomes, qui étaient toujours au même endroit, dans la région 9p de 1.3. Dans cette région chromosomique, donc le chromosome 9 sur son bras court, on s'est dit qu'il devait sans doute y avoir des gènes candidats qui pourraient être des gènes modificateurs de la survenue des neurofibromes, qui expliquaient pourquoi il y avait des patients qui avaient beaucoup de neurofibromes plexiformes et d'autres patients qui n'avaient pas beaucoup de neurofibromes plexiformes. Pour donc essayer de le prouver, on a fait ce qu'on appelle une étude d'association. On a génotypé des variants de cette région chez plus de 1000 individus et on a comparé la répartition de ces variants. On a pu montrer qu'un variant qui était situé dans le gène ANRIL était associé à un risque d'avoir un plus grand nombre de neurofibromes chez les patients qui par ailleurs avaient une mutation du gène NF1. Donc on a pu à cette époque suggérer le gène ANRIL comme un gène modificateur des neurofibromes, un gène donc modificateur de la survenue des neurofibromes chez les patients atteints de neurofibromatose de type 1. Alors le gène ANRIL, je vous en parle un tout petit peu, c'est pas un gène qui donne une protéine, c'est un gène qui donne un grand ARN, qu'on appelle un ARN non codant, qui lui est capable d'interagir avec plein de protéines, qu'on appelle un complexe multiprotéique, qu'on appelle le PRC2. Donc ANRIL, il interagit avec plein de protéines qui forment le PRC2. Le PRC2, lui, il a un rôle qui est de modifier la chromatine. Vous savez, peut-être pas, mais dans la cellule, l'ADN ne flotte pas tout seul, l'ADN il est enroulé autour de protéines, qu'on appelle notamment des histones. Et le PRC2, ce complexe multiprotéique, peut modifier les histones. Ok, très bien. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que parmi les protéines qui composent le PRC2, il y a une protéine qui s'appelle SUS12. Et SUS12 est codé par un gène qui est juste à côté de NF1. Et ce gène, il est enlevé aussi par la délétion récurrente qui prédispose à une survenue accrue ou à une PNST. Donc l'hypothèse qu'on a pu faire, c'est que finalement, chez les patients qui présentaient des délétions, à la fois du gène SUS12 et du gène NF1, le risque tumoral supérieur qu'on avait pu observer par rapport aux patients qui avaient juste une mutation de NF1 était dû à ces délétions du gène SUS12. Pour vérifier ça, on a réalisé des approches de génétique sur sur une cinquantaine, qui représente un gros chiffre, de tumeurs nerveuses, tumeurs malignes des gaines nerveuses. Donc pour réussir à collecter un grand nombre de ces tumeurs, on a réalisé une collaboration européenne, notamment, je vous en parlais tout à l'heure, avec Eric Léjus à l'Université de Louvain. Ces approches de génétique ont permis de montrer des mutations dans les NPNST, des gènes SUS12 et d'un autre gène qui fait lui aussi partie de ce complexe qui module la chromatine, gène qui s'appelle EED. Vous voyez, tout ça, c'est des tumeurs, enfin, c'est des tumeurs qui sont représentées par des petits carrés, et on a des altérations de SUS12 ou de EED. Et environ la moitié, un peu moins de la moitié des NPNST présentaient des doubles mutations du gène SUS12, et 10% environ des NPNST, eux, présentaient des mutations du gène EED. Donc finalement, ça venait confirmer l'importance de ce complexe protéique dans le développement de ces tumeurs malignes des gaines nerveuses chez les patients atteints de neurofibromatose de type 1. On avait un nouvel acteur, un nouveau gène en cause, en plus du gène NF1, dans le développement de ces tumeurs. Donc ce progrès dans la compréhension de la tumorigénèse des NPNST a été confirmé par d'autres équipes, par d'autres articles, qui ont retrouvé, comme nous, des altérations, des mutations de SUS12 et de ED dans les NPNST associés à la NF1. Une de ces équipes avait aussi testé ce qu'on appelle des NPNST sporadiques, parce que ces tumeurs des gaines nerveuses, elles peuvent survenir dans le contexte de la neurofibromatose de type 1, mais elles peuvent aussi survenir
chez des patients qui ne sont pas atteints de neurofibromatose de type 1. Et les auteurs avaient montré que finalement, ça répondait au même mécanisme, puisqu'ils retrouvaient dans ces MPNST sporadiques, donc hors du contexte de neurofibromatose de type 1, également des mutations de NF1, des mutations de SUS12 et des mutations de ED. Donc là, on a trouvé un nouvel acteur majeur de cette tumorigénèse de ces tumeurs malignes des gaines nerveuses. Je vais passer là-dessus. Là, je vais vous présenter maintenant des données qu'on appelle in vivo. C'est-à-dire qu'on a pu démontrer donc, ce qui se passait sur les tumeurs en analysant les gènes. Une façon de confirmer l'importance de ce qu'on a trouvé, c'est d'aller faire un modèle chez la petite souris. Alors là, les données que je vais vous présenter, ce sont des données donc, qui sont issues du laboratoire de Karen Sikowski à l'université d'Harvard, donc c'est un labo américain, et de Thomas Dorret. Alors Thomas Dorret, avant, il a fait une thèse de sciences chez Eric Léjus. Il a traversé l'Atlantique, et c'est lui qui a développé un modèle souris pour essayer de confirmer l'implication de ce complexe multiprotéique dans la tumorigénèse associée à la NF1. Ce laboratoire de Karen Sikowski avait de longue date développé un modèle de souris qui développait des tumeurs, des MPNST. Comment est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient en fait muter la souris, ils avaient réalisé une souris transgénique avec une double mutation de NF1 et de P53. Thomas, il a fait à peu près la même chose. Il a réalisé une souris transgénique avec une double mutation de NF1 et de SUS12. Et ce qui est intéressant, c'est que cette souris, elle développe bien des MPNST. Donc ça confirme l'importance du gène SUS12 dans le développement de ces tumeurs. Il a même réalisé une souris aussi qu'on appelle triple mutée, triple KO, où il a muté NF1, SUS12 et P53, et là aussi, cette souris développe des MPNST. Ça se voit sur les courbes de survie, ces petites souris qui sont mutées dans SUS12 et dans SUS12 et P53, plutôt à cause des MPNST. Alors l'intérêt de trouver ça, c'est de mieux comprendre pourquoi se développent les MPNST, comment elles se développent. C'est aussi éventuellement de suggérer un rationnel thérapeutique, c'est-à-dire une possible thérapie, avec toutes les limites que peuvent avoir ces modèles. Alors comment est-ce qu'on a pu suggérer un rationnel thérapeutique? En étudiant les tumeurs de la petite souris mutée dans SUS12. On s'aperçoit que la petite souris, elle va perdre la marque qui était appliquée par le complexe PRC2, et que cette marque est remplacée par une autre. Alors, c'est peut-être un peu compliqué, mais les histones, on a dit que le PRC2 pouvait les modifier. Normalement, le PRC2, il met un groupement méthyle. Si on mute le PRC2, le groupement méthyle est remplacé par un groupement acétyl. Ce groupement acétyl peut être lu par des protéines, et finalement, engendrer un effet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il existe des molécules capables d'aller inhiber les protéines qui lisent la nouvelle marque dont la position a été causée par la mutation du gène SUS12. Notamment une molécule qui s'appelle le JQ1, parce qu'il a été inventé par un chimiste chinois qui s'appelle Zhong Qi. Donc l'idée là, ça a été, puisqu'on avait des molécules pour essayer de contrer l'effet des mutations, d'aller tester ces molécules chez la petite souris transgénique qui avait été développée. C'est ce qu'a fait Thomas Dorret dans son labo à Harvard. Il a testé donc, le JQ1 sur le modèle de petite souris qui développe des MPNST. Il a comparé son effet au PD901. Donc le PD901, c'est ce qu'on appelle un anti-MEC, vous en entendrez parler. Les anti-MEC en ce moment sont utilisés dans des essais cliniques, notamment dans la neurofibromatose de type 1. Et Thomas a pu montrer que finalement cette molécule JQ1 était plus efficace pour pour inhiber la croissance des MPNST. Mais c'est surtout quand il a associé l'action du PD901, donc des anti-MEC et du JQ1, qu'on a eu là un effet cytolytique. On a pu réduire la taille des MPNST chez la souris. Donc ça suggérait une possible approche thérapeutique prometteuse. En tout cas, on montrait par ce mécanisme l'importance des altérations du PRC2 dans le développement de la tumeur et le possible effet thérapeutique de produits ciblant spécifiquement les conséquences de ces mutations dans la tumeur. Donc en conclusion, on a pu mettre à jour finalement un nouvel acteur, un gène qui est muté, dont la tumeur a besoin de se débarrasser en quelque sorte pour évoluer, et ça dans le cadre de la neurofibromatose de type 1. Et sur le modèle souris, on a pu montrer qu'une combinaison de deux molécules récemment développées pouvait constituer une espèce de nouvelle thérapie dans ce modèle in vivo. Une autre information, c'est que finalement, ces mutations combinées du gène NF1
et des gènes du complexe PRC2 pourraient également jouer un rôle dans d'autres tumeurs, et même des tumeurs qui ne sont pas associées à la NF1. Parce que quand on va regarder sur ces portails informatiques qui condensent toutes les mutations retrouvées, sur ce portail, il y a plus de 20 000 tumeurs dont les données génétiques sont gratuitement accessibles en ligne. Quand on analyse, on se rend compte qu'il y a certaines tumeurs hors du contexte de la NF1 qui présentent également des mutations de NF1 et de SUS12. Donc on a maintenant, nous, dans nos perspectives de recherche, d'aller rechercher ces mutations de NF1 dans d'autres cancers, et dans des cancers qui ne sont pas associés à la neurofibromatose de type 1. Pour ça, on collabore avec le service d'oncologie à l'hôpital Cochin, et également avec le service d'hématologie, puisqu'on va screener, on va analyser pour NF1 des adénocarcinomes pulmonaires et des leucémies aiguës. Dans les perspectives de recherche, on a bien sûr vocation de continuer à tester in vitro des agents pharmacologiques, puisque le gène NF1 il est situé dans une voie de signalisation, c'est-à-dire il est capable de dialoguer avec un grand nombre de protéines qui sont très impliquées dans le cancer. Donc il y a de nombreuses thérapies ciblées, de nombreux agents pharmacologiques qui sont actuellement développés pour aller inhiber cette voie. Donc l'idée c'est d'aller essayer de les tester in vitro. Alors avec quel outil, sur quelles cellules? Eh bien, au laboratoire, on a développé, on possède des lignées de cellules de Schwann qui sont dérivées de MPNST, mais surtout on a mis au point un circuit en collaboration avec le service de chirurgie plastique du professeur Lantieri. Un circuit, quand un neurofibrome est opéré, eh bien une partie du prélèvement nous est transmise à la faculté de pharmacie, dans notre labo de recherche, et on peut extraire les cellules de Schwann à partir des neurofibromes qui ont été opérés, et on va pouvoir tester différentes molécules sur ces cellules de Schwann extraites de neurofibromes opérés chez les patients atteints de neurofibromatose de type 1. Je termine sur les perspectives de recherche. Une perspective évidemment qui nous tient à cœur, c'est de continuer complètement dans la continuité de ce que je viens de vous présenter sur l'implication du complexe PRC2 dans la tumorigénèse associée à la NF1. Et donc là-dessus, on a une étudiante qui était interne et qui maintenant est en thèse de doctorat, qui s'appelle Armelle, qui se consacre entièrement à ce projet et qui a obtenu une bourse qui s'appelle un poste d'accueil INSERM pour 2 ans pour aller travailler en collaboration dans le laboratoire de Raphaël Margueron. Donc, Raphaël Margueron, il travaille à l'Institut Curie à Paris et c'est vraiment un spécialiste très reconnu mondialement de ce complexe polycombe. Raphaël, il travaille dans le groupe d'éditeurs, qui par ailleurs est titulaire de la chaire d'épigénétique au Collège de France. Donc si vous tapez éditeur des Collèges de France dans Google, vous aurez des vidéos très intéressantes de ces conférences concernant l'épigénétique. Donc Armelle va passer 2 ans chez Raphaël Margueron pour essayer d'avancer. J'ai encore 2 diapos pour vous expliquer ce qu'on compte faire. Et pour faire ce travail, il y a des financements, d'une part de l'ANR, que je remercie encore, et puis on a réussi aussi à obtenir un financement en étant retenu au niveau d'un appel à projet INSERM Plan Cancer, qui souhaite développer l'étude de ce complexe polycombe et des conséquences épigénétiques dans le cancer des anomalies de ce complexe polycombe. Alors qu'est-ce qu'on veut faire pour essayer de continuer à comprendre un peu plus ce qui se passe par rapport à ce complexe polycombe et la tumorigénèse associée à la NF1? Ce qu'on veut faire, c'est essayer finalement de moduler différents gènes, d'inactiver différents gènes dans les cellules de Schwann. Et je veux juste vous présenter un outil pour faire ça, parce que je vous ai expliqué que le NGS révolutionnait complètement la génétique. Là, il y a un outil qui révolutionne complètement les modèles cellulaires. C'est ce qu'on appelle l'outil CRISPR-Cas9. Je vous le présente très, très simplement. C'est quasiment un outil de chirurgie génétique. Avant, c'était assez compliqué d'invalider, d'aller inactiver des gènes dans une cellule. Grâce à ce nouveau système, on va pouvoir aller beaucoup plus vite, parce qu'on va pouvoir couper exactement où on veut dans l'ADN, grâce à cette enzyme, la Cas9, parce qu'elle est guidée par un petit ARN qui lui permet de se poser à l'endroit sur l'ADN qu'on souhaite couper. Donc ce système, il est totalement révolutionnaire, il date d'un an ou 2 maintenant, et donc Armelle est en train de le mettre en place dans des cellules de Schwann, au sein du laboratoire de Raphaël Margueron, pour qu'on puisse inactiver NF1, SUS12, EED, EZH2 dans ces cellules, pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe quand on va comme ça sélectivement invalider ces différents gènes. C'est ma dernière diapositive. Je
Je vous ai parlé tout à l'heure d'études d'association. Je pense qu'on a maintenant de longue date pour perspective d'aller réaliser une étude d'association génome entier à la recherche de ces fameux gènes modificateurs, parce qu'on a trouvé Henry, mais ce n'est pas lui qui explique complètement, et il est très loin de l'expliquer, la variabilité de survenue des symptômes dans la neurofibromatose de type 1. Et je pense que, notamment à travers une collaboration avec Audrey Sabat, qui travaille à la faculté de pharmacie, qui nous aidera à analyser les données en termes d'épidémiologie génétique, je pense que la technologie a bien évolué et qu'on peut maintenant, pour un budget qui correspond à ce qu'on a, arriver à analyser un grand nombre de patients pour des variants à travers le génome, pour essayer d'identifier quelques variants qui pourraient expliquer la variabilité interindividuelle dans la neurofibromatose de type 1. J'ai terminé, je vous remercie de votre attention. Tout ce que je viens de vous expliquer, en fait, on l'a résumé dans un petit article qui avait la bonne idée d'être en français, donc je pourrais éventuellement vous transmettre et que vous l'avez peut-être, qui était dans mes éditions, vous l'avez publié, c'est formidable. Donc, enfin, tout ce que je viens de dire finalement, et vous l'avez transmis, c'est formidable. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention, je suis désolé si j'étais un peu technique.